Donc bonsoir à tous. Donc là, après ces quelques présentations très instructives, c'est le point de vue d'un clinicien. Et donc effectivement, je pense que c'est pas mal d'avoir des regards extérieurs. Nous, on a eu la tête dans le guidon, mais ça peut aussi aider à donner un éclairage. On utilise l'hydroxychloroquine depuis plus de 10 ans et puis je suis chef de service de l'hôpital de jour à l'IHU et donc en ambulatoire, on a pris en charge plus de 20 000 patients qu'on a traités. Et depuis un an, donc, on a lu pas mal d'articles sur le sujet. Alors, tout d'abord, pour moi, c'est important de dire qu'on n'est pas obligé d'être idiot. C'est pas parce qu'il y a un conflit d'intérêt que ça marche pas. Hein. Il y a des molécules qui ont été victimes, comme ça a été dit, d'énormes conflits d'intérêt, mais qui ont pu apporter des progrès majeurs. Donc, il faut rester quand même objectif à ça, mais il existe un risque réel de biais quand il s'agit de stratégies sans bénéfice attendu pour l'industrie pharmaceutique. Et c'est là où on se retrouve dans une situation d'asymétrie, ça a été évoqué tout à l'heure, quand d'un côté il peut y avoir une molécule qui est génériquée et qui a plus de brevets, donc typiquement tout ce qui est molécules recyclées, et à côté quand il y a des molécules qui, comme on le voit ici, peuvent être des nouvelles technologies, par exemple les anticorps monoclonaux, c'est vraiment la mode dans les startups. Et donc pourquoi je parle notamment des anticorps monoclonaux ? On voit ici que ça c'est tout simplement sur Internet, hein, sur Google. C'est les patients qui sont positifs, qui ne sont pas hospitalisés et chez qui on va devoir donner une perfusion intraveineuse pendant 1 heure avec un coût de 2 000 € par traitement. Et même dans les sites, est-ce que c'est efficace ? Donc l'efficacité des anticorps sur certains variants n'est pas démontrée. Et en face, on a une boîte à 5 € pour l'hydroxychloroquine. Donc dès lors, on est forcément dans une situation d'asymétrie. Ça, c'est une capture d'écran aujourd'hui même, hein, du NIH, c'est-à-dire du CDC, les recommandations pour le traitement du Covid non hospitalisé, donc contre l'hydroxychloroquine, contre l'azithromycine évidemment. Et donc, il est recommandé aujourd'hui de faire des anticorps monoclonaux chez des patients pas hospitalisés. C'est les recommandations actuelles. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un problème qui reste d'actualité. Alors, en tant que professeur d'université en maladies infectieuses, dont je fais partie du CEMIT, hein, voilà, j'ai été éditeur du PILI, quelle est l'ampleur de l'enjeu en tant que PUPH en maladies infectieuses ? Voilà, j'ai fait la capture d'écran en ce qui me concerne. Donc effectivement en 2014, j'avais pour pouvoir arriver à faire une mobilité, j'avais eu un petit peu de l'argent de l'industrie. J'ai regardé d'autres PUPH, je vais sans donner le nom, mais on peut monter à des montants qui sont donc à des logarithmes de différence. Et donc c'est un enjeu qui est quand même majeur au point de vue individuel parmi les PUPH de maladies infectieuses. Quels sont mes conflits d'intérêts ? Les conflits d'intérêts, on a dit, ils sont financiers, mais pas uniquement financiers. Il y a aussi l'idéologie, l'éducation, la connaissance. Personnellement, je n'ai pas de rémunération directe ou indirecte de ma recherche par les industries pharmaceutiques. Et on le sait que dans le milieu de l'infectiologie, notamment dans le milieu VIH, hépatite B, hépatite C, beaucoup de recherches de cohortes qui sont multinationales sont financées indirectement ou directement par des industries pharmaceutiques. Au niveau idéologique, pas de conviction, j'ai jamais participé à des essais randomisés, donc à la base, j'ai pas de conviction que les RCT sont supérieurs aux études observationnelles. Comme je vous l'ai dit, j'ai jamais contribué à ces cohortes qui sont vraiment, depuis 20-30 ans, des énormes choses, hein, qui nécessitent énormément d'argent, d'énergie, et donc j'ai a priori aucun gain à valoriser les RCT, ni à valoriser les industries pharmaceutiques. De l'autre côté, j'ai été responsable des avis thérapeutiques au Centre national de la fièvre Q, avec plus de 700 patients qui ont été traités au long cours à l'hydroxychloroquine. Ma recherche fièvre Q microbiote, c'est financé par l'IHU, par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, l'Aix-Marseille Université. J'ai aucun financement privé, ni pour ma recherche. Et en tant que clinicien, j'ai une aversion au risque, c'est-à-dire que en tant que clinicien, quand on a eu interne, on sait que quand on perd un patient, on le garde, et ça fait aussi un conflit d'intérêt, c'est-à-dire que ça a un coût de perdre un patient, je vais avoir un gain, une fierté si je peux arriver à montrer que j'ai une amélioration du pronostic des patients avec le traitement. Donc je reviens un peu sur l'histoire, parce que sans regarder un petit peu d'histoire, on comprend pas ce qui se passe forcément. Sur la fièvre Q en 2010, donc ça c'était ma thèse de médecine, où on avait montré que les facteurs qui étaient associés donc à la mauvaise évolution sérologique, c'était le fait d'être un homme, la sérologie élevée et le retard au traitement de l'hydroxychloroquine. Donc le traitement c'est doxy et hydroxychloroquine, donc
on avait déjà montré que le traitement par hydroxychloroquine était important et donc ça avait conduit à proposer un traitement de 18 à 24 mois aux mêmes posologies que le Covid dans la fièvre Q. Plus récemment, avec toute l'équipe du CNR, on a décrit 3000 patients, dont 700 patients qui avaient été traités par ce traitement pour, non pas 10 jours comme il a été proposé dans notre centre, mais 18 à 24 mois. Aucun événement indésirable grave, parfois des intolérances digestives, mais aucun trouble du rythme cardiaque ou aucune mort subite. Donc je reviens un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure. Évidemment, tout ce qui a été fait avant, les informations qu'on a, les asymétries de l'information, quand on a fait ça, on ne comprend pas après qu'on nous dise il y a 10% de tachycardie ventriculaire, ça c'était le Lancet Gate, et 3 fois plus de morts. Donc forcément, ça devient un peu compliqué. Et ça, c'est la méta-analyse sur le traitement ambulatoire qui est dans le manuscrit, qui est actuellement in press dans le International Journal of Infectious Disease, où l'ensemble des études, que ce soit Mokhtari en Arabie Saoudite, Mokhtari c'est en Iran, Sulaiman en Arabie Saoudite, IP aux États-Unis, Sante Fonseca c'est au Brésil, toutes les études en ambulatoire vont dans le même sens. Alors, l'autre chose, c'est aussi le fait d'avoir lu la littérature, d'avoir vu même les études fondamentales. Et ça, c'est un Nature qui a été cité plus de 1800 fois, qui est sorti en 2020, et qui fait donc des études d'interactome, c'est-à-dire il va regarder les molécules qui jouent sur les récepteurs cellulaires, et il trouve, à l'aveugle, c'est Nature, c'est à la fois un institut Pasteur à Paris et aux États-Unis, les 3 molécules potentiellement efficaces, zotatifine, PB28, hydroxychloroquine. Zotatifine, c'est un inhibiteur de la transcription qui est toxique pour les cellules, donc éliminé. PB28, c'est une molécule qui n'est pas du tout cliniquement testée, donc c'est une molécule de laboratoire. Donc il restait l'hydroxychloroquine. Encore une fois, une information, quand on parle d'asymétrie d'information, c'est une preuve en plus. Pourquoi ne pas l'utiliser? Et dans le Nature, il est commenté, vu la toxicité cardiaque, c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser. Mais nous, on n'a pas vu de toxicité cardiaque, donc évidemment, c'est là où ça va être compliqué. Par rapport au conflit d'intérêts, donc nous on avait déjà essayé de comprendre ça depuis le début, ça c'était il y a 1 an, donc au départ le premier travail c'était sur 20 études, et on avait trouvé dès les premières 20 études qu'on avait analysées que il y avait alors là je reviens sur le mot qui m'a plu, M. Azalbert, des coïncidences, des corrélations, des coïncidences, des clusters, et c'est là où on va en reparler. Il y avait vraiment des clusters entre le big data, le conflit d'intérêts, l'absence de traitement détaillé et l'absence d'un bénéfice de l'hydroxychloroquine. On va voir des clusters déjà dans l'observation, après l'interprétation et les décisions qu'on doit en prendre, ce sera autre chose, mais les études cliniques, qu'on va appeler pas de big data, pas électronique, elles étaient associées à un protocole clinique détaillé, une absence de conflit d'intérêt et un bénéfice de l'hydroxychloroquine. Et l'inverse, les études de big data, donc sur fichier médical électronique, étaient souvent sans protocole détaillé, un conflit d'intérêt potentiel et une absence de bénéfice de l'hydroxychloroquine. 1 an plus tard, ça reste vrai. Je reviens juste sur la séquence, parce que je pense que le fait de réanalyser ce qui s'est passé, il faudra quand même le dépioter. La séquence de ce travail, le 8 mai, on soumettait la première version. Le 22 mai, le Lancet était publié online, le Lancet Gate. Nous, on avait renvoyé la révision le 28 mai. Notre étude avait été acceptée le 4 juin. Et le 5 juin, le Lancet était rétracté. Donc c'est vraiment pertinent. Et notre article avait été publié le 6 juin. Alors qu'on ne savait pas qu'il était rétracté. Donc maintenant, il n'est plus dans les méta-analyses, évidemment. Mais si tout ça ne s'était pas passé, aujourd'hui encore, on garderait ces 96 000 patients comme une vérité. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres articles qui n'auraient pas dû être rétractés aussi, qui pèsent par exemple dans les méta-analyses qu'on va faire aujourd'hui? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Ça a été dipioté par certains journaux, c'est pas pour revenir dans le détail, mais il y a quand même de multiples événements dans toute l'histoire. Mais malgré tout, dans un scandale comme ça, moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est quelles sont les conclusions de l'enquête sur le Lancet Gate et sur le financement de Surgisphère. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'instruction. Personne ne sait qui a financé vraiment Surgisphère et comment on a pu en arriver là. L'article a été rétracté et ça s'est arrêté là. On a continué notre travail, on a donc étudié 56 études sur l'hydroxychloroquine, 4 études sur le remdesivir et on allait voir les corrélations comme on en a parlé tout à l'heure, notamment par une méthode qui s'appelle l'analyse en composante principale ou l'analyse en correspondance multiple, ce qui est à peu près équivalent. Ça c'est le tableau global et puis après on va zoomer un petit peu plus. Simplement, ce que vous voyez donc en rouge, ça correspond aux études qui concluent à une absence d'efficacité de l'hydroxychloroquine et en vert, c'est les points et les ellipses correspondent aux études qui concluent à un bénéfice de l'hydroxychloroquine.
On va retrouver notamment, donc ça c'est un zoom en haut à droite, que les essais, les mégatrials comme on dit, c'est avec au moins plus de 10 centres, dans de multiples centres. On ne sait pas combien de patients ont été traités, pas traités, par centre. Tout est mélangé et on vous donne typiquement dans les essais multicentriques, multinationaux, les résultats globaux. Ils étaient associés au Brésil, aux essais randomisés, évidemment, à l'Angleterre, au New England, au JAMA, à des affiliations parfois pas claires pour savoir si les gens étaient cliniciens, pas cliniciens. Traitement parfois toxique, et on sait qu'il y a eu des doses jusqu'à 2,4 g qui ont été utilisées, c'est-à-dire une demi-boîte de plaquenil en 24 heures. Voilà. Parfois, le diagnostic n'était pas confirmé par le laboratoire, certaines études avec moins de 50% de diagnostics confirmés par PCR, le conflit d'intérêt potentiel, des conclusions qui pouvaient négliger des baisses de mortalité de 25%. À l'opposé, on a trouvé que les études qui étaient associées à un bénéfice, c'était souvent des études monocentriques qui avaient des auteurs experts dans le domaine. On connaissait les centres et les médecins, c'est ce qui n'avait pas été dans Lancetgate, on ne connaissait ni les centres ni les médecins, c'est un des reproches qui a été fait notamment. Voilà. Le protocole détaillé thérapeutique, le suivi du traitement et des pays comme l'Égypte, la France, l'Iran, l'Italie, Andorre, Mexique et la Chine. Donc on a parlé de corrélation, là encore on voit des clusters. Il y a vraiment des clusters avec des associations et on verra l'interprétation qu'on peut en faire. On a regardé donc, comme ça a été dit par Yanis avant le Covid, nous on a regardé si on pouvait déterminer un odds ratio pour ou contre la chloroquine, a priori, en fonction de différents critères, comme le conflit d'intérêt, etc., le fait qu'il y ait des traitements toxiques, le fait qu'il y ait des entreprises de big data. Et effectivement, le traitement toxique, évidemment, 4 sur 4 est associé à une absence d'efficacité de l'hydroxychloroquine. À chaque fois qu'il y avait une entreprise de big data, c'était contre l'hydroxychloroquine. Ça a été le cas pour le Lancet, mais pas seulement. Il y a eu au moins un CID derrière avec Target Pharma, Trinetics avec des préprints. Il y a eu plusieurs articles et à chaque fois, le financement de ces entreprises de big data était souvent et jamais clarifié. C'est souvent un financement occulte. Le conflit d'intérêt potentiel, donc l'odds ratio de 9, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a pu trouver un conflit d'intérêt déclaré ou pas déclaré, il y avait 9 fois plus de chances qu'il n'y ait pas d'efficacité de l'hydroxychloroquine. Donc c'était le premier prédicteur finalement du résultat des études. Bien avant, ensuite, on avait le standard of care, le fait que ce soit qu'on ne connaisse pas les centres et les médecins, le fait que ça n'ait pas été contrôlé par la sévérité, tout ça qui sont d'autres biais et d'autres facteurs confondants. Donc en tout cas, la conclusion, c'est le conflit d'intérêt finalement explique les discordances des études. Souvent, on nous dit, mais comment vous expliquez qu'il y a des études qui disent que ça marche et d'autres qui ça ne marche pas? On ne comprend pas, expliquez-nous. Nous, ce qu'on a trouvé finalement, alors qu'à la base, on n'est pas des spécialistes du conflit d'intérêt, c'est le plus grand prédicteur pour expliquer si on retrouve un effet significatif ou une absence d'effet, voire une toxicité. Donc, à la fin, le guide de l'enquêteur, pourquoi? J'ai mis une diapo comme ça parce qu'en fait, à la fin, on en arrive à la conclusion qu'on n'est pas assez interventionniste, on n'est pas assez actif pour aller chercher le conflit d'intérêt. Plusieurs fois, il a fallu aller chercher en dehors de l'article pour trouver le conflit d'intérêt. Dans d'autres articles, il était déclaré, mais pas dans l'article qui parlait du Covid. Notamment, ça a été fait avec d'autres membres de l'équipe. Et parfois, il faut même aller ailleurs sur Internet pour comprendre qu'il y a eu un travail qui a été fait avant avec des membres en lien avec une entreprise pharmaceutique. Souvent, c'est des conflits d'intérêt indirects qui sont très difficiles à avoir d'emblée. Il y a eu notamment un BMJ où il y a un erratum qui a été publié où le conflit d'intérêt n'avait pas été déclaré sur la première version. Voilà. Donc voilà, quelques trucs, c'est utiliser une entreprise de big data, ne pas mentionner les centres et les docteurs, ne pas déclarer les financements reçus dans certaines études, on ne les déclare pas dans d'autres. La puissance insuffisante, donc ça c'est un travail aussi qu'on a fait avec M. Raoult et Philippe Brouki sur le fait qu'il y a beaucoup d'études qui a priori n'auraient jamais pu montrer un bénéfice, vu les taux de mortalité qui sont de l'ordre de moins de 5%, ça reste une maladie rare. Donc pour arriver à démontrer qu'il y a 50% de baisse de la mortalité, il faut des effectifs déjà relativement importants. Et beaucoup d'études n'ont même pas inclus suffisamment de patients pour pouvoir le démontrer. Ne pas ajuster sur la sévérité, utiliser des doses toxiques ou chez des patients contre-indiqués, parfois des patients qui avaient un QT long. Ne pas étudier in vitro, donc ça c'est l'article de Nature, il y a d'autres articles qui ont dit bon, il y a une toxicité cardiaque, on ne va pas continuer les études in vitro, ça c'est un autre article français. Donc pour faire bref,
À la fin, il faudra peut-être proposer une stratégie beaucoup plus interventionnelle, alors soit par les autorités, soit par les revues, pour identifier un conflit d'intérêt direct ou indirect, déclaré et non déclaré, et son rôle sur le résultat des études. Ça ne suffit pas de demander est-ce que vous avez un conflit d'intérêt, c'est trop naïf, d'après ce qu'on a vu. Et on a identifié un certain nombre de critères à proposer pour évaluer les études, pas seulement sur le conflit d'intérêt, mais aussi sur la méthodologie. Mais pour le conflit d'intérêt, on propose déjà, est-ce que l'étude est financée ? Est-ce qu'au moins un des auteurs a un conflit d'intérêt, qu'il soit déclaré ou qu'on l'ait trouvé par ailleurs ? Mais aussi, donc maintenant les Private Data Computing Companies, là, il faudra aller chercher à chaque fois qui c'est qui finance ces compagnies. Voilà. Il faudra systématiquement aller chercher pour chaque auteur, mais c'est un travail qui est un travail de fourmi. Quand il y a des études à 30 ou 40 auteurs, aller chercher pour chaque auteur sur les sites de transparence, est-ce qu'il y a un financement, ça demande énormément de temps et ce sera un effort qu'il faudra vraiment faire. Voilà, donc en pratique, effectivement, les conclusions qu'on peut penser, c'est qu'il faudra contrôler le biais des études, même si le conflit d'intérêt est déclaré, et identifier des conflits d'intérêt non déclarés ou indirects. Je vous remercie.